Bonjour et bienvenue dans ce troisième et dernier volet de notre série sur l'empire colonial de la Troisième République. Après avoir étudié les raisons de l'expansion et la chronologie des conquêtes, nous allons aujourd'hui pousser les portes de l'empire pour voir comment on y vit. Comme vous le voyez sur cette image de l'opéra de Saïgon, la France ne se contente pas de conquérir des terres, elle cherche à exporter son mode de vie, son architecture et sa culture. Mais que se cache-t-il derrière ces façades prestigieuses? Comment s'organise la cohabitation entre les colons et les populations locales? C'est ce que nous allons découvrir. On commence cette leçon avec une première partie sur une société très inégalitaire. Cette inégalité se voit tout d'abord dans le système juridique. On peut dire que la justice est à deux vitesses. Sur la photo, au premier plan, ce sont les colons français vêtus de blanc. Ils représentent l'élite. Eux, comme en métropole, ils sont soumis au code civil, c'est-à-dire que les piliers fondamentaux de la République sont garantis pour eux. La liberté individuelle, ils circulent et s'expriment librement. La propriété, leurs biens sont protégés par la loi française et la représentation politique. Ils votent et élisent des représentants. En arrière-plan, les domestiques indo-chinois nous rappellent la réalité du système. Une immense majorité de la population travaille au service d'une infime minorité. Pour ces hommes et ces femmes, les droits républicains n'existent tout simplement pas. Face aux colons privilégiés, l'immense majorité des populations locales, les autochtones, vit sous un régime d'oppression. Ils sont soumis au code de l'indigénat. Regardez le titre de cette carte postale, Madagascar, un groupe d'indigènes. Pour eux, la devise liberté, égalité, fraternité ne s'applique pas. Le code de l'indigénat est un régime juridique discriminatoire, créé sur mesure pour maintenir l'ordre colonial par la force. Ce système permet le contrôle, les déplacements sont surveillés et soumis à autorisation, la contrainte, les populations sont soumises à des corvées et au travail obligatoire, et la répression. Les administrateurs français peuvent infliger des amendes ou des peines de prison sans procès pour des motifs simples comme un manque de respect ou une mauvaise volonté. C'est le cœur du paradoxe républicain. La France, qui est le pays des droits de l'homme, a créé dans ses colonies une justice arbitraire où l'individu n'a aucun droit politique. Le code de l'indigénat est un système qui s'étend et se durcit. En 1881, il est d'abord adopté en Algérie pour encadrer les populations locales. Et en 1887, on le généralise à l'ensemble des colonies, comme à Tunis que vous voyez sur la carte postale. Cela signifie que la ville est sous surveillance permanente. Deux mesures illustrent cette oppression. Tout d'abord, le couvre-feu, c'est-à-dire que la circulation de nuit est strictement interdite aux autochtones. La ville appartient aux colons dès que le soleil se couche. Ensuite, l'entrave à la circulation. Un habitant ne peut pas quitter son village ou sa ville pour voyager sans un permis officiel délivré par l'administration française. Sans ce morceau de papier, n'importe quel homme ou femme peut être jeté en prison. Pour comprendre comment cette société tient debout, regardons sa composition. C'est une pyramide extrêmement déséquilibrée. Au sommet, 5 à 10% de la population, on trouve les Européens, c'est l'élite. Il y a les cadres, c'est-à-dire les magistrats, les fonctionnaires, les instituteurs, mais aussi les colons, c'est-à-dire les planteurs, les grands commerçants, et les petits blancs. Ce sont des employés ou des artisans qui, bien que modestes, restent très supérieurs aux indigènes grâce à leur statut de citoyen. Ensuite, une zone tampon, une infime minorité, c'est ce qu'on appelle les évolués. Ce sont les instituteurs locaux, les tirailleurs ou des métis. Ils ont adopté la culture française et servent d'intermédiaires, mais ils restent souvent coincés entre ces deux mondes.
sans jamais être totalement intégrés à l'élite blanche. Puis la base, 90% de la population, c'est la masse des indigènes, les paysans, les ouvriers ou les nomades. Ils sont le moteur économique de la colonie par leur travail, mais ils n'ont aucun pouvoir. Certains sont même classés hors contrôle par l'administration française, car ils vivent dans des zones reculées et non contrôlées. Le message est clair, une toute petite minorité dirige et exploite l'immense majorité des habitants. Nous passons maintenant à la seconde partie consacrée à la violence et aux résistances. Si la France impose son ordre, les populations locales n'acceptent pas toujours cette domination sans combattre. L'exemple le plus marquant est celui de la révolte de Mokrani, en Algérie. Ce chef traditionnel mène une insurrection contre l'autorité française dès 1871. Ce soulèvement a trois principales causes. Tout d'abord, le refus de la conscription, c'est-à-dire que les populations rejettent l'idée de servir l'armée française. Ensuite, le poids fiscal. Les paysans sont étouffés par des impôts écrasants qui financent l'administration coloniale. Et enfin, l'expropriation foncière. C'est le point le plus douloureux. La France saisit les meilleures terres agricoles pour les donner aux colons européens, privant ainsi les tribus de leurs moyens de subsistance. L'insurrection de 1871 n'est pas un incident isolé, c'est un soulèvement vraiment important. Ce sont plus de 250 tribus qui s'unissent derrière Mokrani, notamment en Kabylie et dans le Constantinois. La révolte mobilise environ un tiers de la population algérienne de l'époque. C'est de loin la plus grande insurrection contre l'autorité française entre 1870 et 1914. Pour la jeune Troisième République, qui en 1871 vient de perdre la guerre contre la Prusse en métropole, voir sa colonie d'Algérie s'embraser ainsi est une menace directe. La réponse de la France va donc être à la mesure de sa peur, c'est-à-dire d'une violence extrême. La répression n'est pas seulement militaire, elle est aussi sociale et géographique, on pourrait dire. Car il y a d'abord la spoliation territoriale. Pour punir les tribus révoltées, la France accélère les confiscations de terres. Plus de 450 000 hectares de terres fertiles sont saisis et donnés à des colons. Des familles entières perdent leur seul moyen de subsistance et deviennent des ouvriers agricoles misérables alors qu'elles travaillent sur leurs propres terres. Ensuite, ce sont des déportations massives pour éviter que la révolte ne reprenne. La France décide d'éloigner les meneurs le plus loin possible. Des centaines de résistants kabyles sont envoyés vers le bagne de Nouvelle-Calédonie, à l'autre bout du monde. Parmi eux, on trouve le frère d'El Mokrani. Lui-même était mort au combat en mai 1871. Ainsi, c'est un traumatisme durable. Ces déportés, on les appelle les Algériens du Pacifique. Ça symbolise la dureté d'un système qui préfère l'exil forcé des populations à la négociation. Cette victoire par la force va mettre fin aux grandes insurrections et permettre à la Troisième République d'installer définitivement son autorité. Mais elle le fait dans la répression, dans la colonie d'Algérie, comme elle le fait au même moment en France pour la Commune de Paris. À présent, quittons l'Algérie pour l'Afrique de l'Ouest. Là, la résistance ne vient pas de tribus isolées, mais d'un puissant empire en pleine expansion. Voici le portrait de Samori Touré. C'est le fondateur de l'empire Ouazoulou. C'est un fin tacticien et un chef de guerre charismatique. Sa résistance contre l'armée française est l'une des plus longues et des plus acharnées de l'histoire coloniale. La guerre dure 16 ans. De 1882 à 1898, il harcèle les troupes françaises, utilisant la tactique de la terre brûlée pour ralentir leur progression. Contrairement aux idées reçues,
Samori dispose d'une armée disciplinée et équipée de fusils modernes qu'il achète ou fabrique lui-même. Sa capture finale en 1898 par le capitaine Gouraud ouvre la voie à la création de l'Afrique occidentale française, AOF. Samori Touré reste aujourd'hui encore un symbole de la fierté et de la résistance africaine face à l'impérialisme européen. Dernier grand foyer de résistance dont nous allons parler ici, l'île de Madagascar. En 1895, la France a déposé la reine Ranavalona III. Mais la population de l'île ne l'entend pas ainsi. C'est le début de la révolte des Menalamba. Ce soulèvement populaire, à la fois politique et religieux, va retarder l'installation du pouvoir français pendant plusieurs années. La France confie alors les pleins pouvoirs au général Gallieni. Sa méthode est radicale. Il applique ce qu'on appelle la tactique de la tache d'huile. On installe d'abord un poste militaire dans une région. Autour de ce poste, on construit un marché, une école, un dispensaire. Le but est de prouver aux populations locales que la présence française apporte des avantages matériels. Une fois la zone pacifiée et séduite, on pourrait dire, on crée un nouveau poste un peu plus loin et ainsi de suite. L'influence française s'étend progressivement comme une tache d'huile sur un papier. Mais attention, derrière ce discours de pacification douce, cette méthode repose sur une surveillance policière très importante et l'élimination immédiate de tout chef qui refuserait de collaborer. D'ailleurs, pour briser le moral des insurgés, l'armée française procède à des exécutions publiques de chefs rebelles et à la destruction systématique de villages soupçonnés de soutenir la révolte. Au total, cette répression fera des dizaines de milliers de victimes, marquant le début d'une domination française sans partage sur celle qu'on nommait l'île rouge. Nous arrivons maintenant à notre troisième partie consacrée au cas particulier de l'Empire, en commençant par l'Indochine. Regardez cette image du grand hôtel de la Rotonde. Nous sommes à Saïgon, une ville qui incarne le modèle de la ville hybride. Surnommée le Paris de l'Extrême-Orient, Saïgon est la vitrine de l'influence française en Asie. Son urbanisme est calqué sur celui de Paris. Le centre européen est le visage de l'assimilation. On y trouve un plan haussmannien avec de larges avenues, des villas bourgeoises et des monuments majestueux, comme l'opéra dont j'avais mis une illustration sur la première photo de la vidéo. Mais derrière ce ce décor qui ressemble à s'y méprendre à une ville française, cette architecture sert aussi à marquer la supériorité de la culture européenne. Saïgon est une ville où l'on tente d'effacer le paysage local pour recréer un morceau de la France sous les tropiques. Tout près du centre européen de Saïgon se trouve un monde totalement différent, Cholon, le quartier chinois. Si Saïgon est le cœur administratif, Cholon est le véritable cœur battant de la richesse commerciale de la colonie. C'est ici que se concentre l'activité économique. On y trouve les marchés, les entrepôts de riz et les commerces qui font la fortune de la région. Ce quartier rappelle que l'Indochine est au carrefour des influences. La communauté chinoise y joue un rôle d'intermédiaire entre les producteurs locaux et les exportateurs français. Contrairement aux larges avenues rectilignes de Saïgon, Cholon est un labyrinthe de petites rues animées de canaux et de boutiques. Malgré les inégalités, Saïgon et Cholon ne sont pas des mondes totalement étanches. Il existe des espaces de mixité, comme le tramway que vous voyez sur cette carte postale. Ce tramway qui relie Saïgon à Cholet est utilisé par tout le monde. Les Européens, les Vietnamiens, les Chinois, ils s'y côtoient quotidiennement. C'est le visage concret de la vie urbaine coloniale. Cette mixité se retrouve même dans les institutions. Des Vietnamiens et des Chinois siègent au conseil municipal de la ville. Attention cependant à ne pas s'y tromper.
Si ces élites locales sont présentes, elles restent sous-représentées. Elles servent souvent de conseillers, mais les décisions finales appartiennent toujours à l'administration française. C'est une façade de mixité. On travaille ensemble, on voyage ensemble, mais on ne commande pas ensemble. Après le luxe de Saïgon, voici la réalité de l'exploitation. Cette carte postale nous montre les ouvriers du caoutchouc. C'est ici que l'on voit ce qu'on appelle le plafond de verre. Même si la ville semble moderne, le système repose sur une forte discrimination avec une injustice salariale. À travail identique, un travailleur vietnamien ne perçoit que le tiers du salaire d'un colon. Cette inégalité est la base du profit colonial. Aussi, contrairement aux habitants de Saïgon qui bénéficient de quelques libertés, ces ouvriers sont soumis à une version extrêmement stricte du code de l'indigénat. Ainsi, peu importe ses compétences ou son mérite, l'indigène reste bloqué au bas de l'échelle sociale et économique par sa seule origine. Passons maintenant au cas le plus singulier de l'Empire, l'Algérie. Ce n'est pas une colonie comme les autres, c'est ce qu'on appelle une colonie de peuplement. Contrairement aux autres colonies d'Asie ou d'Afrique où l'on ne croise que quelques fonctionnaires, la présence des Européens est ici massive. Les colons ne sont pas là pour passer quelques années, mais ils s'installent pour la vie. Ils construisent des villages, des églises, des cafés et des hôtels comme celui de la carte postale qui ressemblent trait pour trait à ceux de la France métropolitaine. Cette installation massive crée une cohabitation quotidienne et permanente avec les populations locales, mais une cohabitation qui reste régie par une domination totale des nouveaux arrivants sur les terres et les ressources. Pour bien comprendre le statut de l'Algérie, il faut regarder comment elle est dirigée depuis Paris. Alors que toutes les autres colonies, comme l'Indochine ou l'AOF, dépendent du ministère des colonies, l'Algérie, elle, dépend du ministère de l'Intérieur. Elle n'est pas considérée comme une terre étrangère, mais comme une extension de la métropole. Elle est découpée en 3 départements, Alger, Oran et Constantine. Cela signifie qu'on y trouve des préfets, des maires, des écoles, comme dans n'importe quelle région française. C'est ce qu'on appelle l'assimilation administrative. Mais attention, cette organisation ne concerne que les colons européens. Pour les populations locales, la réalité juridique reste celle de l'inégalité. C'est ici que le système montre sa plus grande contradiction. Comme vous le voyez sur le schéma, la situation des Algériens est vraiment un casse-tête juridique, volontaire. Ils sont français, mais pas citoyens. Contrairement aux idées reçues, les Algériens ne sont pas des étrangers. Ils possèdent la nationalité française. Mais, et c'est là le piège, ils n'ont pas la citoyenneté française. Ça veut dire qu'ils ont les devoirs, comme les impôts, le service militaire, mais ils n'ont pas les droits. Pas de vote, pas de liberté d'expression. La France propose une porte de sortie, la naturalisation. Mais pour devenir citoyen et voter, un musulman doit renoncer publiquement à son statut personnel musulman, c'est-à-dire qu'il doit accepter d'être jugé par le Code civil français pour le mariage, l'héritage, et non plus par le droit coranique. Pour l'immense majorité, renoncer à ce statut est perçu comme une apostasie, un renoncement à leur identité et à leur religion. Résultat, en 1914, sur des millions d'Algériens, seule une infime poignée a pu obtenir la nationalité. Pour résumer tout ce que nous avons vu aujourd'hui, voici une infographie de synthèse. Elle vous permet de visualiser les 3 piliers de notre cours, la pyramide sociale, tout en haut une minorité de colons européens qui détiennent le pouvoir politique et économique, tout en bas, l'immense majorité des populations locales, soumises à un statut juridique inférieur, le code de l'indigénat. Les résistances, rappelez-vous que la colonisation ne s'est pas faite sans heurts, avec des figures comme Mokrani,
Ça montre que les populations ont lutté pour leurs terres et leur souveraineté. Enfin, les singularités territoriales, avec le prestige urbain de Saïgon en Indochine ou l'exception administrative des départements français d'Algérie. Ce schéma peut vous aider pour réviser et comprendre la complexité de cet empire. Voilà, ce cours sur le système colonial est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aidera à mieux comprendre cette période. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.